La Mauritanie a un nouveau président. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce lundi l'élection au premier tour de Mohamed Cheikh El Ghazouani. Le candidat du pouvoir obtient 52% des suffrages exprimés. Et nous irons au Nigeria, où la corruption et les pots de vin dictent leurs lois dans les ports. Un phénomène que le gouvernement promet de combattre. C'est un petit pas historique qui a été franchi ce week-end par Donald Trump. À la surprise générale, le président américain a foulé le sol nord-coréen, une première pour un président américain. Bonsoir. En ouverture de ce journal, nous allons en Mauritanie où le candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été proclamé ce lundi président élu au premier tour par le Conseil constitutionnel. L'institution a balayé d'un revers de la main les recours de ses adversaires pour insuffisance de preuves. Irénée Herman Ungbo nous en dit plus. Avec 52% des suffrages exprimés, Mohamed Cheikh El Ghazouani a recueilli la majorité absolue au premier tour, selon la décision des 9 membres du Conseil constitutionnel mauritanien. Une confirmation sans surprise pour le nouveau président. La rencontre de ce jour m'offre l'occasion d'envoyer mes félicitations à tout notre peuple, individu par individu, non seulement pour sa maturité politique, mais aussi pour avoir affiché les racines du pluralisme démocratique et du dialogue de notre pays. M. Ghazouani succédera ainsi le 2 août à Mohamed Ould Abdelaziz pour la première transition entre deux présidents élus dans ce vaste pays du Sahel, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Pour ses partisans, il incarne bien évidemment l'espoir du pays. Il n'y a aucun Mauritanien qui ne se reconnaîtra pas dans les discours et les engagements de l'homme. C'est un espoir pour nous. Nous savons que ce sera une continuation des réalisations de la dernière décennie, l'achèvement de ce qui reste à faire et la préservation de ce qui a été accompli. Quelques heures avant la confirmation des résultats, les 4 candidats de l'opposition, dont plusieurs avaient saisi le Conseil pour réclamer l'annulation du vote, ont exposé des fraudes qui, selon eux, rendent impossible une victoire au premier tour de M. Ghazouani. Cette proclamation intervient dans un climat délétère caractérisé par une coupure prolongée d'Internet et un déploiement de plusieurs unités d'élite de l'armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale. De l'achalandage des pots de vin et de la corruption, pas moins de 19 milliards de dollars, soit 5% du PIB du Nigeria sont perdus chaque année en raison de ces pratiques. Un chiffre avancé par la Chambre de commerce nigériane. Le vice-président du pays promet une solution, mais les chauffeurs de camions qui attendent depuis des semaines de pouvoir décharger leurs marchandises dans certains ports du pays sont sceptiques. Timothy Obiezou est allé à leur rencontre. Dilidiko raconte. Abimbola Dimeji est chauffeur de camion. Il attend depuis des semaines dans ce port assigné de façon provisoire que son camion soit transféré au port principal. Dimeji dit être arrivé ici le 7 mai. C'est ici que je séjourne, c'est là que je dors. Je ne peux pas rentrer à la maison parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose aux marchandises transportées par le camion. Tout comme Dimeji, ces chauffeurs de camions attendent leur tour. La situation est particulièrement critique au port de Lagos, le plus fréquenté du pays. L'association des chauffeurs routiers accuse les autorités portuaires de négligence volontaire. Dans les ports, les gens ne travaillent pas. Si vous vous y rendez, vous constaterez de vous-même qu'ils ne travaillent pas. Ce sont eux qui sont responsables de ce blocage. Ils viennent tout juste d'ouvrir cet endroit provisoire. Nous ne savons pas comment ce sera demain. Nous sommes ici depuis 2 ou 3 mois maintenant. Outre les retards, les extorsions, les pots de vin et la corruption, l'inquiétude face à de possibles disputes entre conducteurs ralentit également les activités du port. Quant aux entreprises de camionnage, elles ont dû augmenter les prix pour rattraper le temps perdu. Le gouvernement affirme être en train d'améliorer les infrastructures dans les zones portuaires. Il annonce également la mise en place d'un système d'appel pour les chauffeurs de camions.
Dans notre page, l'Amérique aujourd'hui, cette rencontre historique entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un dans la zone démilitarisée. Hier, Donald Trump est devenu le premier président américain à fouler le sol nord-coréen, suscitant pour beaucoup l'espoir d'une relance des discussions sur le nucléaire. Mais d'autres y voient un simple coup médiatique. Sletika Hawk nous en dit plus. Le récit est signé Abdourahmane Dia. En Corée du Sud, où le président Trump s'est rendu, beaucoup ont vécu durant toute leur vie une situation de tension permanente avec leurs voisins du Nord. Donc pour eux, toute action vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne est la bienvenue. Même si cette rencontre n'était pas officielle et était une surprise, nous l'accueillons favorablement. J'espère que la dénucléarisation de la péninsule sera réalisée et que l'on pourra en profiter pour la réunification. Mais certains Sud-Coréens estiment que l'implication américaine ne fait que retarder la réunification. Je pense que le Nord et le Sud doivent arrêter d'impliquer les États-Unis, qu'ils résolvent eux-mêmes leurs problèmes. Certains n'ont pas hésité à qualifier cette rencontre de purement politique. Le candidat à la présidentielle, Bernie Sanders, estime que les États-Unis doivent engager une véritable action diplomatique. Je n'ai aucun problème à ce qu'il s'asseye avec Kim Jong-un en Corée du Nord ou ailleurs, mais je ne veux pas que cela soit juste pour prendre une photo. Mais il y a néanmoins ceux qui, aux États-Unis comme à l'étranger, ont salué la rencontre. Parmi eux, le pape François. Ces dernières heures ont vu en Corée un bon exemple d'une culture de rencontre. Je salue les protagonistes en priant pour qu'un geste aussi important soit une étape de plus vers la paix, non seulement pour la péninsule, mais aussi pour le bien du monde entier. Jamais avant Donald Trump, un président américain n'avait mis les pieds en Corée du Nord. Il a annoncé une reprise prochaine des discussions sur le nucléaire. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire. Nous parlerons de l'intelligence artificielle ou plutôt de ces robots à qui on apprend à réfléchir et à agir comme des humains en se basant sur leur expérience. Les femmes africaines à la conquête du mont Everest après Sarah Kumalo, première femme à avoir gravi ce sommet. Elles sont nombreuses à vouloir relever le même défi. Ce sera finalement la Côte d'Ivoire qui accompagnera le Maroc en huitième de finale dans le groupe D. Les éléphants se sont imposés dans leur finale face à la Namibie pendant que le Maroc faisait le carton plein devant l'Afrique du Sud. Ce lundi, Afrotech est au rendez-vous avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors, ces derniers mois, le géant chinois de la télécommunication, Huawei, fait face à des contretemps sur certains marchés occidentaux après que Washington a affirmé que Pékin pourrait espionner les communications et accéder à des infrastructures critiques si elle était autorisée à développer des réseaux étrangers 5G. Mais pour la société Orange, très présente en Afrique, ne pas utiliser le géant des télécoms chinois créerait un énorme problème et ralentirait la pénétration numérique sur le continent. On l'écoute. L'arrivée de Huawei a permis de baisser les prix entre 40 et 60% pour les pays africains. Et ça, c'est un facteur clé. Donc, ils ont quand même, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'accélération de la pénétration du mobile en Afrique. Nous continuerons à utiliser Huawei tout en mettant en place, comme nous l'avons fait sur l'Afrique, des centres de supervision de sécurité qui nous permettent de nous assurer que les données de nos réseaux ne sont pas récupérées et transférées ailleurs. Voilà, John, c'est l'occasion de rappeler à chacun qu'une simple vérification régulière des paramètres de sécurité de son smartphone peut éviter de mauvaises surprises. Un bon conseil donc. Chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine.
Tout à fait. Nous nous intéressons cette semaine au géant américain du covoiturage, Uber, et son projet d'expansion en Afrique. Avec 36 000 chauffeurs actifs en Afrique subsaharienne, Uber opère dans plusieurs pays d'Afrique orientale et d'Afrique du Sud, mais jusque-là en grande partie absente de l'Afrique de l'Ouest. Une situation que le directeur commercial, Brooks Enwisall, veut changer. On l'écoute ensemble. Nous avons des discussions à Dakar, au Sénégal. Vous savez que c'est très logique et encore une fois, pour revenir au point initial, les grandes villes offrent de grandes opportunités et Abidjan et Dakar sont donc des opportunités logiques pour nous. Nous examinons bien sûr les voies navigables ici qui nous intéressent beaucoup car elles concernent un service potentiel pouvant inclure la grande géographie que vous avez ici. Hier, nous avons inspecté une compagnie de bus, la compagnie de bus de Lagos avec laquelle nous réfléchissons sur ce que nous pourrions faire avec les autobus. Alors, il faut rappeler que Uber fait face à une concurrence féroce dans les villes africaines de la part d'autres sociétés de covoiturage, en l'occurrence la société estonienne Bolt, qui jusqu'au début de 2019 s'appelait Taxify. Arzouma, chaque semaine, une folie. De quelle folie d'invention parlons-nous aujourd'hui? Alors, depuis son introduction dans les années 1970, l'ordinateur de bureau a bien évolué. Des ordinateurs portables au téléphone, plus la taille diminue, plus la puissance augmente et le prix avec. Mais une société caritative basée en Angleterre a voulu faire l'exception en créant le Raspberry Pi, un petit ordinateur de bureau à l'état brut qui ne coûte que 35 $, soit environ 20 000 francs CFA. Il dispose de 4 gigas de mémoire, d'une connexion Ethernet rapide, d'une connectivité sans fil, de 2 ports USB et de la possibilité d'être relié à 2 moniteurs de télévision simultanément. Le système d'exploitation installé, quant à lui, est installé avec une carte micro SD chargée du logiciel Nops. Et c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se dit à très bientôt la semaine prochaine. Merci Arzouma Compaoré, à la semaine prochaine. Donc, on ne quitte pas tout à fait la technologie. Comment améliorer considérablement l'intelligence artificielle de base? C'est à cette question que tentent de répondre des professeurs de l'Université du Maryland ici aux États-Unis. Et ceci en essayant d'apprendre aux robots à penser et à utiliser leur expérience pour effectuer de nouvelles tâches. Voyons cela avec Nastasia Diomen, qui est allée à leur rencontre. Le récit est d'Arzouma Compaoré. Apprendre aux robots à faire les choses les plus simples est un travail de longue haleine. Cette vidéo accélérée, par exemple, montre un androïde qui tente de plier un t-shirt en se basant sur un code spécial. Dans cet exemple, il doit prendre en compte la taille, la texture et l'algorithme. Pour l'intelligence artificielle, c'est une opération complexe, mais une équipe informatique de l'Université du Maryland à College Park s'efforce d'aider les robots à améliorer leurs performances en utilisant l'expérience de leurs actions antérieures. Aujourd'hui, dans de nombreuses applications, de nombreux robots sont lents car ils ne sont pas en mesure de prédire un signal sur la base d'un autre. Maintenant, en créant des mémoires de perception, les robots peuvent utiliser leur expérience pour aller très vite. La combinaison perception robotique et commande motrice est une tâche ambitieuse qu'Alois Monos et son équipe d'étudiants tentent d'accomplir grâce à une théorie informatique hyperdimensionnelle. Ils disent que cela va aider différents types d'ordinateurs à mieux fonctionner. Ils affirment par exemple que les téléphones intelligents pourront analyser une situation et accumuler de l'expérience. Il existe de nombreuses applications des réseaux de neurones en ce qui concerne les appareils mobiles. Par exemple, si vous essayez de déterminer votre emplacement, vous pouvez prendre une photo et votre appareil vous indiquera où vous vous trouvez. Les drones seront capables d'analyser leur propre environnement et ne devront pas nécessairement être dirigés par un pilote humain. Les scientifiques de l'Université du Maryland admettent qu'ils ont entrepris un projet ambitieux et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et nous voici en sport avec la CAN qui domine l'actualité. Nous en parlons avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. C'est une finale en cours dans la poule C entre le Sénégal et le Kenya qui comptabilisent chacun 3 points. Le score est de 0-0 pour le moment. Nous sommes à la pause. On va noter notamment le pénalty raté par Sadio Mané à la 30e minute. Et pendant ce temps, l'Algérie mène 1-0 devant la Tanzanie dans l'autre match de la poule C. C'était un scénario aussi similaire dans la poule D. Les éléphants se sont imposés finalement face à la Namibie battue 4-1. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Max-Alain Gradel, Sérédier Wilfried Zaha et Maxwell Cornet.
L'unique but namibien, a été inscrit par Jocelyn Kamatuka dans l'autre match de la poule B. Le Maroc, déjà qualifié, s'est contenté du service minimum face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud qui pouvait se propulser en huitième de finale en cas de victoire. C'est raté. Le score donc est de 1-0 pour les Marocains. Et puis, Madagascar poursuit son conte de fées pour la première participation à une phase finale de CAN. Les Baréas ont fait mieux que se défendre, se qualifiant pour les huitièmes de finale de la compétition. Suivez plutôt. Ce sont des Malgaches huitièmes de finalistes qui se sont réveillés ce matin dans la capitale Antananarive. Cette performance inédite fait naturellement la une des journaux du pays, qui ne manquent pas d'inspiration. Dans les rues, le signe des cornes de bœuf, appellation donnée à l'équipe nationale, témoigne de la fierté des Malgaches pour leurs représentants à cette compétition continentale. Allez les Baréas, nous allons soutenir les Baréas jusqu'à la fin. Je suis vraiment heureux, très heureux. Nous prions dur pour que les Baréas atteignent la finale. Nous sommes très heureux. On ne s'attendait pas à vaincre le Nigeria parce qu'ils sont une équipe mondialement connue, alors que c'est notre première fois de participer à une compétition internationale. Et nous les avons battus. Allez les Baréas! Obligé de passer par un tour préliminaire avant même les qualifications, presque personne ne voyait Madagascar se sortir d'une poule B qu'il partage avec des noms connus du football africain que sont la Guinée, qu'elle a accroché d'entrée 2-2 avant de battre par la suite l'autre novice, le Burundi. La grosse sensation, c'est bien évidemment la victoire 2-0 contre le Nigeria, un succès qui garantit aux Baréas la qualification en huitième avec en prime la première place du groupe B. Ce que j'ai dit, tout est possible tout le temps. C'est le seul sport collectif où il peut y avoir des surprises. Là, il y en a eu une, mais ce n'est pas une surprise qui est venue de nulle part. C'est quelque chose qu'on a construit. Voilà, donc on a été, je pense, un peu meilleur que le Nigeria aujourd'hui. Si on les joue dans une semaine, ça sera peut-être différent. Les Malgaches attendent de savoir qu'ils affronteront en huitième de finale. Leurs prochains adversaires en sont prévenus. Les Baréas cognent tout sur leur passage et ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin. Félicitations donc à Madagascar. Les matchs de poule s'achèvent demain. Beaucoup d'incertitudes dans les poules E et F qui vont clore ces rencontres suivant la liste des bras de fer. Tout autre chose à présent, les alpinistes africaines atteignent de nouveaux records. En mai dernier, la femme d'affaires sud-africaine Sarah Khumalo est devenue la première africaine noire à gravir le sommet du mont Everest. 4 autres sud-africaines se préparent à suivre ces traces. Elles ont formé la première équipe alpiniste africaine exclusivement féminine. C'est un reportage de Maryse de Klerk dit par Blanche Sanou. Deshoun, Lisa Toumi et Alda s'entraînent pour devenir la première équipe de femmes alpinistes africaines à conquérir le mont Everest. Une motivation leur dévancière. Ce qui me passionne encore plus, c'est ceux qui viennent après nous. Ils n'auront effectivement pas à lutter autant que moi. Même si nous ne sommes pas nés dans un endroit où il y a des montagnes, il y a quand même la glace et la neige, et encore plus. Alors, quand les femmes partiront l'année prochaine, je pense que cela va ouvrir encore plus de portes. Chaque membre de l'équipe s'entraîne de façon intensive, à la fois physique et mentale, pendant les séances de groupe. Il y a différents aspects pour lesquels vous devez vous entraîner, comme par exemple la technique, la maîtrise des équipements. Il faut aussi maintenir le physique et puis le froid. Et enfin, savoir gérer l'altitude. Progressivement, les femmes ont atteint différents niveaux d'expérience en alpinisme. Ces femmes entrepreneurs sud-africaines considèrent qu'il y a des similitudes entre la gestion d'une entreprise dans un monde dominé par les hommes et l'escalade de la plus haute montagne du monde. Leur souhait est que leur voyage au mont Everest l'année prochaine inspire davantage de femmes africaines à atteindre le sommet. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.